Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toi qui regarde actuellement cette vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prête pour cette nouvelle vidéo. Parce qu'on entame une série que je pense qui peut être très intéressante. On avait déjà fait un premier épisode sans vraiment le savoir il y a quelques temps, quand j'avais raconté l'histoire de la secte horrible du Ku Klux Klan. Et après je me suis dit, en fait il y avait beaucoup de gens qui avaient aimé et qui m'avaient demandé de refaire des épisodes dans les commentaires. Et je me suis dit ouais, on peut faire une série histoire sombre. Et donc j'avais envie de vous raconter une nouvelle histoire. Et alors pourquoi cette histoire-là en particulier? C'est parce que c'est une histoire qui s'est déroulée en Nouvelle-Zélande et que je me trouve en Nouvelle-Zélande depuis quelque temps. Et donc, quoi de mieux que de savoir les choses horribles qui se sont passées dans le pays dans lequel je me trouve. Voilà. Et donc, c'est une histoire qui s'est déroulée dans une ville, Dunedin, dans laquelle j'ai été. Donc voilà, je suis très excité de vous raconter cette histoire complètement folle qui a été horrible dans le pays. Elle est décrite comme la plus débattue et la plus controversée de l'histoire criminelle de la Nouvelle-Zélande. On a même des gens qui en ont parlé en Europe. Donc voilà, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter cette histoire sombre, le massacre des Paynes. Alors cette histoire, elle suscite encore aujourd'hui beaucoup de réactions, beaucoup de polémiques, parce qu'on n'est pas sûr à 100% de ce qu'il s'est passé. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui encore on ne sait pas en fait. C'est le genre d'histoire où tu as ta propre théorie. Et donc quand je vais vous raconter l'histoire, vous allez vous faire votre propre théorie. Donc vous pouvez me la partager en commentaire. Moi j'ai la mienne, je vous la raconterai à la fin. Alors c'est parti, je vous raconte ce qu'il s'est passé. Tout commence il y a bien longtemps, retournons dans les années 60. Robin Payne, joueur dans un groupe de musique, rencontre Margaret Cullen, professeur dans une crèche, et ensemble ils forment un couple tout à fait banal. En 1969, ils décident de sceller leur amour en se mariant. 3 ans plus tard, en 1972, ils donneront naissance à leur premier enfant, David Payne. 3 autres suivront: Arawa en 1974, Laniette en 1976 et Stephen en 1980. En 1974, la famille fait face à un gros changement. 1974, année de naissance de Arawa, mais aussi année où Robin va être envoyé en tant qu'enseignant missionnaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc toute la famille va déménager dans ce pays et ils vont rester là-bas pendant 14 ans avant de finalement rentrer une bonne fois pour toutes en Nouvelle-Zélande. Ils sont de retour en 1988 et décident de s'installer à Dunedin dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. C'est la deuxième plus grosse ville de l'île du Sud avec 120 000 habitants. Malheureusement, la famille Payne ne roule pas sur l'or à ce moment-là et choisissent une maison un petit peu excentrée et malheureusement en mauvaise étape, assez délabrée. Mais ils y vont tous ensemble, tout se passe bien donc. Alors, en Nouvelle-Zélande, chacun retourne à sa vie. Laniette quitte le domicile, on ne sait pas encore vraiment pourquoi, mais on sait qu'elle vit à moitié chez quelqu'un d'autre. David, lui, est étudiant à l'université et en parallèle a un petit job. Tous les matins avant l'université, il fait la livraison des journaux. Arawa suit une formation d'enseignante et enfin Stephen, lui, est encore au lycée. Des problèmes entre Robin et Margaret vont malheureusement conduire à leur séparation. Jusque-là, a priori, rien d'anormal. Beaucoup de couples finissent par se séparer parce qu'ils ne s'entendent plus. Et ici, c'est bien le cas, ils se disputent sans cesse. Mais ce qui rend le truc un petit peu glauque, c'est qu'ils délaissent complètement les enfants et la maison.
Elle va être dans un mauvais état, personne ne range, c'est complètement délabré. Et on arrive même à une situation où Robin ne dort plus dans la maison et s'en va dormir dans une caravane, dans une camionnette. La situation va rester comme ça, elle va même empirer jusqu'au mois de juin 1994. À ce moment-là, rien ne va plus entre le couple. Robin est de plus en plus dépressif, sombre. Et Margaret, elle, est carrément dans des délires de spiritualisme extrême. Elle voit Robin comme le fils de Bélial, l'enfant du malin, le mal lui-même. Et elle dit même que si elle pouvait, elle lui tirerait dessus. Donc ça commence vraiment à virer à l'extrême cette histoire et ça peut à tout moment mal tourner. Le 20 juin 1994, tout va basculer. Les faits sont les suivants. David, donc le fils aîné de la famille, fait sa tournée quotidienne de livraison de journaux. Rien d'anormal, c'est aux alentours de 6 heures avant d'entamer sa journée à l'université. Mais à ce retour un petit peu avant 7 heures, ce qu'il va voir va le traumatiser, le terrifier. Une horreur dans son salon. Il va alors se précipiter sur le téléphone, appelle la police et prononce les mots. Ils sont tous morts. La police démarre à toute vitesse et lorsqu'ils arrivent enfin au domicile, ils constatent la scène de crime. 5 corps gisant au sol dans la maison, tous tués par balle avec un mot écrit sur l'ordinateur. Désolé, tu étais le seul qui méritait de vivre. 4 jours après les découvertes, David est finalement inculpé. Les jours qui suivront, la nouvelle terrifie le pays. Mais tout se réglera au procès. Et nous voici arrivés au jour du procès. Il y a 2 camps. L'accusation qui soutient que David est le coupable et la défense qui le pense innocent et qui rejette la faute sur le père. Chacun sa théorie. D'abord, suivons la théorie selon laquelle David serait le coupable. Plusieurs éléments vont appuyer cette théorie. Premièrement, il a des marques. Son visage et ses poings sont marqués. Ses poings sont rouges comme s'il avait mis des coups. Et il a des bleus sur le visage comme s'il en avait reçu. Et ce n'est pas anodin, ça concorde avec un élément que la police a remarqué en arrivant sur les lieux. L'un des corps, celui de Stephen, le plus jeune enfant, cache des traces de lutte avec l'agresseur. Cette première preuve est donc concluante pour les enquêteurs. Autre élément, un verre de lunettes a été retrouvé dans la chambre de Stephen. L'accusation émet donc l'hypothèse qu'en se battant, David aurait perdu ce verre de lunettes et ce verre de lunettes, en vérifiant, correspond parfaitement aux lunettes de David. Ensuite, le mot sur l'ordinateur qui semble un petit peu trop gros et qui ressemble davantage à une réaction à chaud d'un jeune homme un petit peu paniqué après avoir commis l'irréparable. Mais ça, c'est plus pour jouer sur le mental du jury parce qu'on ne peut pas savoir. Au final, ça peut être l'hypothèse selon laquelle le père aurait écrit le mot avant de se suicider. En ce qui concerne la défense, à propos des marques, j'ai rien trouvé comme argument. Je pense qu'ils ont dit que ça pouvait dater de plusieurs jours d'une autre altercation ou comme quoi peut-être David serait tombé, je ne sais pas. Concernant le verre de lunettes, premier argument, on ne peut pas confirmer avec certitude qu'il s'agit véritablement du verre de David, même si la taille correspond. Ensuite, ils disent que même si c'était le verre de David, ça pourrait être complètement là depuis plusieurs jours après que David soit allé rendre visite à son frère dans sa chambre, et c'est très probable évidemment. Donc ça, c'était la défense, mais pour l'instant rien n'attaque le père. D'autres arguments vont venir attaquer David. Des témoignages de ses camarades de classe qui le trouvaient et le qualifiaient de bizarre, effrayant, avec des pensées étranges. L'un de ses camarades raconte qu'il commencerait à croire aux mêmes choses que sa maman et qu'il aurait exprimé une pensée effrayante. Il parlait d'une fille qu'il aimait bien et il avait raconté qu'il pourrait la forcer à coucher avec lui. Il avait même prévu un plan et un alibi. C'est dégoûtant. Conclusion,
il n'a rien commis, il n'a pas de casier judiciaire, il n'y a pas de plainte pour une quelconque agression. Et malheureusement, aux yeux de la justice, ça se tient. Une pensée, si horrible soit-elle, ne peut pas être punie par la justice. Seuls les actes le peuvent. Cet argument ne va donc rien valoir aux yeux de la justice. Autre argument, c'est David qui a acheté la carabine avec le silencieux un an avant le drame en 1993. Ils disent rien à propos de ça, mais moi je trouve que rien que le fait qu'il ait acheté un silencieux montre qu'il avait en tête quelque chose où il voulait pas qu'on l'entende. Parce que quand tu vas à la chasse, tu prends pas un silencieux. Donc acheter un silencieux, pour moi ça veut tout dire. Un nouvel élément très important va venir presque confirmer la théorie selon laquelle David serait le coupable. Moi je trouve que c'est la plus parlante. La théorie qui dit que David est innocent explique que Robin aurait tué tout le monde avant de se tirer une balle dans la tête. Mais des tests de mesure ont été faits et il est scientifiquement impossible que Robin ait pu se tirer une balle dans la tête. La carabine est trop longue pour qu'il puisse se placer le canon sur la tempe et ses bras sont trop courts pour atteindre la gâchette. Et donc il ne peut pas se tirer lui-même une balle dans la tête. Et je trouve que rien que ça c'est pour moi, je trouve que dans ma tête c'est suffisant. Il n'y a pas d'autre argument. Si ce n'est pas lui, quelqu'un d'autre lui a tiré une balle dans la tête. Mais apparemment ce n'est pas assez pour la justice. Je trouve qu'à ce moment-là, on sait quasiment le fin mot de l'histoire. Cette théorie qui montre qu'il ne peut pas se tirer une balle. Les marques que David porte, l'achat d'un fusil avec silencieux et ce que ses camarades ont rapporté, pour moi, le coupable, il est devant nos yeux. Mais ce n'est pas la fin du procès, il va y avoir des nouvelles surprises, des nouveaux rebondissements. Déjà parlons des mobiles. Pour ce qui est des mobiles, si on parle de David, ce serait que sa mère l'ait un petit peu manipulé avec ses croyances et lui aurait demandé de les libérer du mal qui contaminait la famille. Du côté de la défense, ils disent que c'est plutôt Robin qui aurait craqué pour on ne sait quelle raison. La folie, c'est triste, horrible et un petit peu moins plausible au vu des éléments, mais ça se tient. Il y a beaucoup de cas où une personne de la famille craque et finit par faire n'importe quoi. Ça arrive dans tous les pays du monde, ça arrive malheureusement trop souvent. Mais pour l'instant, la théorie comme quoi David serait le coupable tient plus aux yeux du jury. Attention, la plus grosse surprise de ce procès, nouvel élément qui va basculer en faveur de David, c'est des témoignages qui expliqueraient que Robin aurait commis un crime juste avant le drame. Quand il vivait dans sa caravane, il aurait forcé sa plus jeune fille, Lagnette, à le rejoindre et à avoir des relations sexuelles. Donc c'est de l'inceste. D'un côté, ça appuie la théorie selon laquelle il aurait pu craquer. Surtout que Lagnette aurait dit à ses camarades que le soir qui précède le drame, qu'elle rejoindrait sa famille pour une réunion d'urgence. Donc si c'est le père qui a appelé tout le monde, ça aurait pu concorder. Et d'autres disent que même si c'est un crime horrible, il n'y a pas de lien entre les deux crimes. Ce qui se tient aussi, même si on peut en trouver. Au final, beaucoup de choses ont créé la polémique durant ce procès, notamment l'incendie de la maison quelques jours après le procès, 2 semaines après le drame, sur demande de la famille, alors qu'elle contenait des éléments cruciaux pour l'enquête, notamment des empreintes de sang sur le tapis. Donc ça va être un des éléments qui va être hyper critiqué, puisque elle contient des preuves décisives en fait. Au final, malgré cet événement, David est déclaré coupable et reçoit la peine capitale dans le pays, la prison à perpétuité. Pendant des années, l'affaire va nourrir les débats. Elle sera même portée en 2007 devant le conseil privé à Londres, qui va finalement annuler la condamnation, estimant qu'il y a eu une erreur judiciaire importante, principalement l'incendie de la maison. David est alors libéré sous caution après 13 ans de prison. 2 ans plus tard, nouveau procès, et au bout d'une journée, David est acquitté et le père est déclaré coupable. David va même demander
demander à être indemnisé et recevra la somme de 500 000 $. Et c'est ainsi que se termine l'histoire. David maintenant mène sa vie en Nouvelle-Zélande et l'affaire reste encore controversée. Beaucoup critiquent l'injustice du système judiciaire et ses erreurs qui sont déplorables, mais les autres critiquent la libération de David et crient au scandale. Moi, j'ai ma théorie. Je vais vous demander à vous de m'écrire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Ma théorie à moi, c'est que David est coupable. C'est vrai que l'incendie de la maison détruit complètement des éléments cruciaux, mais je veux dire, il y a trop de trucs qui ne vont pas. S'il n'y avait rien sur David, concernant David, on aurait pu complètement croire à Robin avec l'histoire d'inceste. Mais là, David les marque, il est un peu bizarre, enfin il a des pensées étranges. C'était celui qui avait les liens les plus forts avec sa maman qui commençait à perdre la tête. Et enfin, voilà, moi je pense que c'est ça, mais maintenant la justice a fait son travail. Là c'est vraiment du divertissement que je vous offre. Il faut pas oublier que c'est des choses qui sont horribles, qui se sont véritablement passées. Mais c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce deuxième épisode d'Histoire sombre. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a diverti. Si vous avez d'autres idées d'histoires sombres, dites-les moi. Je sais qu'il y a une histoire au Japon, j'ai oublié, sur une secte qui peut être pas mal. Il y a le célèbre, le Xav, le Dupont de Ligonnès en France. J'ai vu qu'il y avait eu des nouvelles sur le petit Grégory. Là je connais pas du tout l'histoire, donc je pourrais m'y intéresser. Beaucoup de choses aux États-Unis, le pays des fous. Bref, vous avez le choix. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez pour la prochaine vidéo. Et on se dit à la prochaine, c'était Monsieur H.